Bonsoir et bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. Des candidats recalés à la présidentielle reçus en audience par le président Macky Sall à l'instant même au palais présidentiel. Plusieurs candidats recalés au parrainage sont présents. Le candidat du Parti démocratique sénégalais Karim Meïssa Wade se serait fait représenter. Nous serons en direct dès le début de ce journal avec notre reporter sur place. Kédougou a été ce début de semaine le théâtre d'une stratégie. Un camion citerne transportant des produits inflammables a été impliqué dans un accident de circulation. Bilan 2 morts. La cohabitation dans la circulation entre voitures particuliers et camions citernes difficiles est très risquée selon plusieurs chauffeurs qui exigent la régularisation de la circulation de ce type de véhicule. Le saccage de stations-service lors de manifestations politiques au Sénégal en 2023 a envoyé près d'un millier de personnes au chômage technique et avec un impact direct sur le quotidien de 4000 personnes et pour un éveil de conscience collective sur les conséquences directes de ces actes de vandalisme, les distributeurs de produits pétroliers au Sénégal lancent une campagne de sensibilisation dénommée Ginao Yak Lagnac. Dans la rubrique découverte de ce mercredi, nos envoyés spéciaux pour la CAN nous proposent une immersion dans le laboratoire du Attiéké. Le Attiéké, si vous le savez sûrement, est un plat traditionnel incontournable dans la gastronomie ivoirienne fait à base de semoule de manioc. C'est l'accident le plus tragique pour le moment de l'année en cours. Une collision entre un bus et un véhicule de type 4x4 survenu sur la route de Gossas. Ce bilan fait état de 13 morts selon le service des urgences de l'hôpital régional de Diourbel. Le choc a eu lieu dans la nuit dernière aux environs de 23 heures à hauteur du village de Nébé sur l'axe Gossas-Diourbel. Les victimes se rendaient au Magal de Porokhane. Et justement, en cette veille de célébration du Magal de Porokhane, pour limiter les accidents de circulation, l'Agence nationale de la sécurité routière a pris un certain nombre de mesures. Le directeur général de l'ANASER, Cheikh Oumar Gueye, invite les usagers de la route au respect du code de la route pour réduire les risques d'accident. Je vous propose de l'écouter. Dissuader de l'eau, dissuader certains en tout cas, on va dire équipement de prévention routière, des extincteurs, des triangles de présignalisation, donc des cônes pour le jalonnement et même de l'eau pour vraiment permettre aux pèlerins de pouvoir vraiment avoir un trajet paisible et lutter contre les accidents. L'année dernière, on a eu une édition avec 0 accident mortel, donc avec ce même dispositif, on l'a reconduit. Malheureusement, cette année, donc avec l'accident d'hier soir, vers Touba, vers Diourbel, c'est le lieu vraiment de présenter nos condoléances aux différentes familles éplorées et de rappeler vraiment aux différents acteurs, aux différents automobilistes, au respect des dispositions du code de la route. L'accident a eu lieu la nuit. C'est toute la pertinence, effectivement, de la mesure d'interdiction de transport de nuit, quand on sait que 80% des accidents mortels se passaient la nuit. Et hier, l'accident d'hier aussi ne cesse de nous confirmer cette disposition-là. Kédougou a été ce début de semaine le théâtre d'une véritable tragédie. Un camion-citerne transportant des produits inflammables a été impliqué dans un accident de circulation. La cohabitation dans la circulation entre voitures particuliers et camions-citernes, une cohabitation difficile et risquée selon plusieurs chauffeurs rencontrés par notre reporter. Ils exigent la régularisation de la circulation de ce type de véhicule. Aliou et Barasso. Communaux autour du thé, ces chauffeurs de taxi assis à côté de l'arrêt sont en pleine récréation.
Ces chauffeurs reviennent sur leur cohabitation avec les camions transportant du carburant. Ils font très attention sur le bitume. Nous les évitons à chaque fois parce que nous savons que les cuves qui contiennent le carburant ne sont pas sécurisées. Donc si par extraordinaire le véhicule s'incline, facilement la cuve peut se détacher et si vous êtes à côté, le pire peut se produire. De l'autre côté, nous croisons Baïdemba Diak sur le siège de sa voiture. Notre interlocuteur a une mauvaise expérience avec les conducteurs de ces camions. Et il n'y a pas longtemps même, un camion citerne m'avait cogné. Et pourtant, c'était dans une station. Donc c'est pourquoi moi, j'augmente ma vigilance envers ces camions-là. En tout cas, dans les embouteillages ou à l'intérieur de la ville, je fais tout pour ne pas m'approcher d'eux. Pour plus de sécurité dans la capitale, ces chauffeurs interpellent les camionneurs à verrouiller les conteneurs et les cuves de citernes. Actuellement, à Dakar, c'est difficile de circuler normalement. Les deux roues sont là, les camions, les charrettes aussi. Nous demandons aux camionneurs avant de sortir du port de vérifier les conteneurs. C'est important, car si tel n'est pas le cas, un accident peut se produire à tout moment. Une cohabitation difficile entre camions citernes et voitures particuliers, des dommages subis fréquemment. Selon nos interlocuteurs, pour eux, un problème de sécurité se pose. En politique, les candidats recalés à la prochaine élection présidentielle reçus en audience au Palais de la République en ce moment même par le président de la République Macky Sall. Plusieurs candidats recalés au parrainage sont présents. Le candidat du Parti démocratique sénégalais Karim Meïssa Wade seront en direct dans quelques instants avec notre reporter sur place. Des candidats recalés à la présidentielle en audience par le président Macky Sall, la question du report de la prochaine élection présidentielle est agitée par une certaine partie de l'opinion, mais également par des acteurs politiques. Inenvisageable pour le Forum civil, selon son coordonnateur, le respect du calendrier républicain étant un impératif. Birahim Seck est joint par Papa Lunsar. Le Forum civil a été constant et continue à demander à ce que le calendrier soit respecté. L'élection présidentielle du 25 février 2024 doit se tenir dans les respects de l'état de droit, dans les respects du code électoral, dans les respects de la Constitution. Nous disons que toute personne, qu'elle soit de l'opposition, qu'elle soit du pouvoir, qu'elle soit de la société civile, qui essaie de manœuvrer pour que l'élection présidentielle soit reportée, ne mérite aucune considération, aucun respect de la part du peuple sénégalais. Le Forum civil continue à demander que l'élection présidentielle se tienne à date issue, se tienne le 25 février 2024, et que les pouvoirs, que ce soit les candidats qui sont déjà choisis par le Conseil constitutionnel, qui se préparent à aller aux élections. Et qu'aucune manœuvre, quelle qu'elle soit, ne puisse prospérer pour qu'il y ait un report de cette présidentielle. Et puis direction tout de suite le palais présidentiel. Retrouvez notre reporter sur place, Aliou Sow, qui suit pour nous justement cette audience entre les candidats recalés, le président de la République Macky Sall. Aliou Sow, bonsoir. Bonsoir Aïssata Ndiaye. Alors Aliou, pouvez-vous faire justement le point sur cette rencontre? Qui sont les présents et qui sont les grands absents? Oui, comme vous l'avez dit, tantôt, certains membres du collectif des candidats spoliés sont en audience avec le chef de l'État, Macky Sall, depuis 18 heures. Ces derniers sont au nombre de 13. Il s'agit de Alioune Sarr de la coalition TAP 24, du docteur Cheikh Tidiane Gadio, du docteur Amdi Diallo Fall, de Cheikh Mohamedou Habiboulaye Bamba Dièye, de Alpha Thiam, de Aïda Goudiaby, Mohamed Ben Diop. Il y a aussi Ibrahima Sissoko, le docteur Alioune Tamara, de Madame Aminata Assome Diatta. Il y a aussi Babacar Gueye de Initiative républicaine. Il y a Sam Ndiaye et aussi Mayoro Faye du Parti démocratique sénégalais. Il faut retenir que cette audience n'est pas ouverte à la presse. Néanmoins, nous sommes là, nous sommes parqués devant l'hôpital principal, attendant leur sortie pour voir les conclusions.
Bien, merci beaucoup Aliou. De toutes les manières, nous vous gardons en repérage. S'il y a des nouvelles, nous vous aurons en direct dans cette édition. Et lors de manifestations politiques au Sénégal en 2023, que les distributeurs de produits pétroliers au Sénégal ont décidé de lancer une campagne intitulée Gannaaw Yak la Ñaax pour en éveiller des consciences sur les conséquences directes et indirectes de ces actes. Papa Bokarmbo et Barasso ont suivi la cérémonie pour nous. Après la visualisation des films sur les actes de vandalisme des stations-service, les distributeurs de produits pétroliers au Sénégal font le point sur les saccages des stations-service de mars et juin 2021. Il y a eu 61 stations qui ont été saccagées et 940 personnes qui ont été impactées. Et évidemment, autour de 4000 personnes en emploi direct et indirect, parce que vous imaginez bien que lorsque une station est saccagée, typiquement le fournisseur de produits dans la boutique qui est sénégalais et qui... Ces stations-service vandalisées seraient victimes de leur enseigne étrangère. Néanmoins, des stations-service nationales font partie de ce bilan macabre. La Société des pétroles du Sénégal, la société nationale dont tous les Sénégalais sont actionnaires, nous avons été attaqués, saccagés complètement dans des stations. Donc, d'autres qui ne sont pas là, je ne prendrai pas le risque de dire qu'ils l'ont été. Elton a été attaqué, saccagé, d'autres compagnies l'ont été. Ce n'est pas... Le ministre du Pétrole et des Énergies compte servir de relais pour amplifier la sensibilisation. Étant en relation avec d'autres départements ministériels qui touchent un peu la cible, voilà, de manière indirecte, on peut parler des ministères qui sont en charge du sport, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, etc. Donc il y a possibilité, je pense, de pousser un peu plus loin et de servir de bons relais pour toucher la cible à 100%. La campagne de sensibilisation va être soutenue par des films mettant en lumière les risques de perte en vie humaine et les dégâts matériels. Une caravane est d'ores et déjà prête à sillonner les rues de Dakar et sa banlieue. Alors à présent à Kafountine, où le quai de pêche, qui est un des plus importants du Sénégal, est fortement menacé par l'avancée de la mer. L'alerte a été lancée par les autorités locales lors d'une visite organisée sur le site. Et si cela venait à se produire, ce drame écologique impacterait beaucoup l'économie de la localité, car rien qu'en 2023, plus de 60 000 tonnes de produits halieutiques y ont été produits. Les détails avec nos correspondants sur place, Sassane Ba et Daouda Sambou. À Kafountine, la mer avance et détruit tout sur son passage. Même le quai de pêche n'est pas épargné. Pêcheurs, commerçants, gérants des stations essences et autres infrastructures se désolent de cette situation plus qu'inquiétante. L'eau était aux environs de 200 mètres. Mais aujourd'hui, on se voit vraiment dans l'eau. D'où vraiment une urgence, une très grande urgence. Parce que le quai de pêche de Kafountine est un quai de pêche sous-régional. Ici, nous avons des Guinéens, des Burkinabés, des Gambiens, des Guinéens de Conakry, des Ghanéens, des Libériens, des Camerounais. Donc c'est un quai de pêche sous-régional qui englobe vraiment des milliers de personnes qui travaillent ici. Saliou Boy, un pêcheur originaire de Gandiol, fréquente le lieu depuis 1983. Aujourd'hui, il a le cœur meurtri en voyant toute cette place emportée par les eaux. waaw boo xoolee depuis bi ñu fi nekkee 83 ak léegi li ñu ñàkk dafa bare lool bare na trop parce que boo xoolee presque fii gaal yi nekk tey ngay gis ni sunu gannaaw daanaka ñun sunu mbaar yi fa la. De 83 à maintenant, nous avons beaucoup perdu. Vous voyez les pirogues, c'est là où se trouvaient nos tentes. Vraiment, nous sommes très inquiets. La mer avance rapidement, surtout les 2 dernières années. jafe la trop tiit nañu nag si lii ñëw si kanam parce que boo xoolee 2 ans yi rek menace bi dafa gaaw lool. Gérant de la plus grande infrastructure du quai s'inquiète aussi de cette avancée de la mer qui est en train d'emporter tout son investissement. L'impact est direct parce que la route pour arriver chez nous est complètement coupée. Les poteaux électriques sont tombés, donc l'accessibilité est nulle.
ceci implique que nous avons des problèmes de sécurité, par exemple. L'ambulance ne peut pas passer, la gendarmerie ne peut pas passer. Même nous sommes obligés de marcher à pied pour arriver dans notre établissement. Le maire de Kafountine, David Diatta, émet un signal de détresse vu la gravité de la situation. Est aujourd'hui fortement impacté et Kafountine est en danger. Kafountine est en danger, raison pour laquelle nous attirons encore une fois l'attention de l'État central pour qu'il vienne d'urgence sauver Kafountine qui est en péril. Hormis le quai de pêche, il y a la bande de terre qui relie la terre ferme aux îles Caronne, prise en étau entre la mer et le fleuve, qui menace aussi de céder à cause de la furie des vagues. Éducation à présent. À Kolda, les enseignants ont du mal à respecter le quantum horaire, ce qui a des conséquences sur le niveau des élèves, mais également sur les résultats obtenus lors des examens nationaux. La situation serait due à un manque de salles de classe, ce qui fait que dans la région, malgré les efforts faits pour l'accès à l'éducation des enfants, leur maintien est un problème. Les précisions à Kolda de Seydou Diatta. Le gouvernement du Sénégal a certes fait des pas de géant dans le domaine de l'accès à l'éducation. Mais quant aux conditions pour les enseignements apprentissages de qualité, il reste un mauvais élève, particulièrement dans la région de Kolda. Yaya Diao est enseignant en service à l'école élémentaire de Kabendou 3 dans l'IEF de Vélingara, plus précisément. Mais il n'a jamais eu le privilège de dispenser des cours dans une classe outre qu'un abri provisoire. L'école a été créée en 2017. Depuis 2020, je suis affecté dans cette école, mais je ne sers que dans des abris provisoires. Je détiens une classe de CM2 d'un effectif de 35 élèves, avec 20 garçons et 15 filles. Tout le mois d'octobre, je n'avais pas de salle de classe. On est obligé de désherber l'école, aller chercher des tiges de mil pour implanter les abris. C'est nous les enseignants qui le faisons. Et on ferme très tôt les salles de classe. L'hivernage, par exemple, ça commence à partir du 15 mai. Nous on est obligé de libérer les autres classes et de retenir seulement la classe de CM2 parce qu'on a une seule salle de classe construite. C'est un peu compliqué. Ici, le concept Oubité Djangete n'a jamais été une réalité. Et quand l'Alizé continentale ou l'Harmattan commence à balayer cette partie sud du pays, la galère devient le compagnon de tous les jours dans ces classes de fortune. Nous travaillons vraiment dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a trop de poussière et des fois les enfants passent tout leur temps à se plaindre des rayons de soleil parce que les rayons de soleil reflètent sur le papier blanc et ça attrape les yeux des enfants et peuvent causer un handicap visuel. Et on appelle aux autorités compétentes, ils peuvent nous aider. Parce que dans le Mirador, on a vu qu'il y avait 6 salles construites, mais il y a une seule salle construite et une direction. Ça ne reflète pas la réalité sur le Mirador. Et pourtant, la commune de Diaoubé-Kabendou abrite les plus importantes activités économiques de la région, ce qui fait d'elle une véritable vache laitière, mais sans impact positif dans le secteur de l'éducation. C'est vraiment déplorable. Diaoubé-Kabendou, c'est une commune qui ne devait pas aujourd'hui abriter des classes en abri provisoire, vu l'impact du marché hebdomadaire qui se trouve dans cette zone. Et on se demande parfois où passent les recettes que la mairie collecte. Du lundi au mercredi au Lumo. Étant donné que l'éducation est une compétence transversale, je pense qu'une partie de ces fonds devait se rabattre sur l'éducation pour vraiment aider les élèves à travailler dans de bonnes conditions et sortir l'élite de demain dans ces écoles. En dépit du taux élevé d'abris provisoires, la région de Kolda souffre également de manque endémique d'enseignants. À chaque rentrée des classes, le nombre d'enseignants qui cherchent à quitter la région reste souvent supérieur par rapport à celui des professionnels de la CRE qui débarquent dans ces contrées lointaines et enclavées de la Haute-Casamance. Des organisations efforts Sénégal et Syngenta, Fondation pour une agriculture durable, organisent un concours dénommé AUT African Challenge. Le concours récompense les meilleurs porteurs de projets agricoles innovants. L'objectif de ce programme est de favoriser l'utilisation de la technologie dans l'agriculture. Explication à Mariam Diallo. L'objectif du concours AUT est de réinventer l'agriculture au Sénégal, avec surtout la technologie. Aujourd'hui, nous savons que les jeunes utilisent de plus en plus la technologie. Et on s'est dit qu'il faut qu'on essaie de s'allier l'agriculture et la technologie. Et l'étude a montré qu'il y a juste 23% des jeunes qui utilisent une quelconque technologie pour l'agriculture au Sénégal, ce qui est vraiment faible. Donc nous sommes en train d'encourager à travers ce concours, d'encourager les jeunes à être beaucoup plus ingénieux pour développer des plateformes, mais aussi des logiciels
pour réinventer, mais pour avoir une autre agriculture beaucoup plus attractive pour les jeunes, mais aussi pour les producteurs sénégalais. Les effets du changement climatique et les nouveaux défis de l'agriculture motivent la Fondation Syngenta, co-organisateur du concours. Nous savons tous que l'agriculture, on ne peut pas quand même augmenter la productivité sans utiliser des technologies. Et à cette fin, la Fondation Syngenta et EIFER ont décidé de se collaborer ensemble vraiment pour inciter les jeunes vraiment à s'investir plus dans l'agriculture, parce que l'agriculture telle que nous le pratiquons jusqu'à maintenant n'était pas très motivant pour vraiment insérer les jeunes. Un projet d'une pierre, plusieurs coups selon le directeur de la promotion de l'entrepreneuriat au ministère de la Jeunesse, car un bon nombre de jeunes seront absorbés. L'utilisation de la technologie dans l'agriculture pourrait booster la production, ainsi accroître la croissance et créer de la valeur ajoutée. C'est pourquoi nous sommes ici présents pour réfléchir ensemble les voies et moyens pour primer les jeunes qui sont porteurs de projets. Parce que nous savons tous que 200 000 jeunes sortent du marché de l'emploi chaque année et que ces jeunes-là ne peuvent pas être absorbés par la fonction publique. Du coup, seule l'agriculture peut être un moyen de les absorber. Au terme de ce concours, la création de drones agricoles, robots, entre autres machines sont attendues afin de relever le défi de l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Du sport à présent, dans cette édition Coupe d'Afrique des Nations, édition 2023, le ministre des Sports, Lat Diop, accompagné de l'ancien international sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf, actuellement en Côte d'Ivoire aux côtés des Lions, ont rendu visite aux supporters sénégalais, une visite suivie par nos envoyés spéciaux Saïkou Saïdi et Gorgui Diaoucham. Le ministre des Sports demande au peuple sénégalais de continuer à prier pour l'équipe qui, pour lui, est bien placée pour conserver son titre. Je considère que du point de vue sportif et purement footballistique, le Sénégal n'a pas son égal. Le Sénégal plane au-dessus de toutes les autres équipes dans ce tournoi. Donc ce qui peut nous empêcher aujourd'hui, c'est de remplir, c'est peut-être un faux pas dans cette compétition. Et pour pallier à cela, moi en tant que musulman, je ne trouve aucune autre issue que de prier le bon Dieu pour qu'il nous permette de gagner à nouveau cette coupe. El Hadji Ousseynou Diouf de son côté appelle à l'union des cœurs. S'il ne s'agit que de football, je peux dire que je peux rester à l'hôtel et ne pas aller au stade, puisque ce que nous voyons nous rassure. Regardez hier, quand Abdoulaye Seck a joué à la place de Abdou Diallo, il a marqué. Idem pour Iliman Ndiaye, qui est rentré en deuxième période. Ça veut dire que nous avons un effectif complet. Ça veut dire que même Bambi de nous répondre. L'ancien international sénégalais ne craint aucun adversaire en huitième de finale. Pour lui, les Lions sont bien armés pour battre n'importe quelle équipe. Nous n'avons pas à choisir quel adversaire pour le prochain tour, mais nous respecterons tout adversaire qui se présentera devant nous comme on l'a fait face au Cameroun, à la Gambie et à la Guinée. Ce qui est sûr, c'est que sur le domaine du football uniquement, nous avons une grande équipe capable de battre n'importe qui. Le Sénégal connaîtra son adversaire à l'issue de la rencontre entre le Maroc et la Zambie. Et le premier tour de cette compétition n'est pas encore terminé, mais ils sont nombreux les entraîneurs qui ont eu à quitter leur sélection après celui de la Tanzanie, de la Gambie et du Ghana. C'est au tour de celui du pays hôte, la Côte d'Ivoire, d'être remercié sans surprise. Jean-Louis Gasset n'aura pas survécu à l'humiliation de la Côte d'Ivoire à domicile contre la Guinée équatoriale lors de son dernier match de poule. Une défaite de trop qui a relégué la bande à Serge Aurier à une dangereuse et troisième place, loin des attentes d'un pays qui rêve d'une troisième étoile après 1992 et 2015. La Fédération ivoirienne de foot a annoncé la nouvelle dans un communiqué rendu public ce matin et Emers Faye, sélectionneur, entraîneur adjoint, assurera l'intérim en attendant l'ouverture d'une procédure de recrutement d'un nouveau sélectionneur. Retenez aussi que l'entraîneur algérien Djamel Belmadi a lui aussi été remercié par la fédération algérienne.
À l'image du tiep sénégalais, le attiéké est un plat traditionnel incontournable dans la gastronomie ivoirienne. C'est le plat national ivoirien fait à base de semoule de manioc et dont la fabrication répond à beaucoup d'efforts et de savoir-faire. Dans Envoyés spéciaux pour la CAN, Cheikh Diop et Serigne Saludem nous proposent ce soir une immersion dans un laboratoire à attiéké. Regardez. C'est le plat auquel tout le monde pense d'abord quand on évoque la Côte d'Ivoire. On parle bien sûr du attiéké qui est devenu l'ambassadeur d'un pays qui ne pense plus s'en départir. La fabrication de ce plat à base de manioc répond à beaucoup d'exigences. Et depuis plus de 20 ans, Amousso Sarah perpétue le legs de sa mère. Nous épluchons. Lorsque nous épluchons, nous allons laver et puis aller à la machine pour mouler ça. Après avoir moulu le manioc, nous venons à la machine ici pour presser, pour faire sécher de l'eau. Après, nous écrasons et nous roulons pour faire les grains. Après, nous rétamisons encore pour taper et sécher là. De là, lorsque ça sèche, nous venons au ventilateur pour enlever les fibres. La fabrication du attiéké a l'air facile à première vue. Mais détrompez-vous car elle demande beaucoup de maîtrise technique, mais également des efforts à répétition. Après, c'est ça. Lorsqu'on épluche, vous allez prendre un pour éplucher. Le temps que ça finit, on peut finir à 17h, 18h. Le 18h que nous finissons tout, nous partons à la machine. Un savoir-faire qui malheureusement tend à disparaître avec la multiplication des fabricants un peu partout. Ce qui fait la différence, vous avez vu, on a mis le ventilateur pour enlever toutes les impuretés. Et on a les différents grillages pour séparer les grains. Tu vois, il y a les petits grains, il y a les gros grains, il y a les plus gros, et puis il y a la saleté. Or, ceux qui sont ici, ils ne savent pas faire ça. Ils trouvent que c'est du gaspillage. En enlevant les fibres là, ils trouvent que c'est du gaspillage. Donc, dès qu'ils ont fini comme ça, ils préparent. Or, quand tu prépares comme ça ne fait pas 2 jours, ça se gâte, ça sent, on ne peut pas manger. Or, ça là, quand tu as préparé, de toute façon, ça a duré au feu là. Ça peut faire 1 mois, ça peut faire des années même. Quand tu fais, tu mets au congélateur, ça ne sent pas. Le jour où tu veux manger, tu fais sortir, tu chauffes et puis tu manges. Mais ce qui fait la réputation du attiéké, c'est surtout la diversité de plats qui peut en découler. Il se mange avec du poulet, de la viande, des œufs ou même du lait. Oui, l'attiéké se consomme avec du poisson, de tout. Le poulet, le poisson, la sauce. Surtout nous, on prive ça de choses, comme on appelle, du poisson, sauce claire, du bon poisson, comme ce que vous aimez manger. Hey. Aujourd'hui, ces femmes arrivent à exporter leurs produits vers tous les pays du monde entier. Un business qui leur permet de joindre les deux bouts, mais d'également continuer à répandre l'identité culinaire de la Côte d'Ivoire. La découverte d'un beau laboratoire signé Cheikh Diop et Serigne Saludem. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur media.sn. Tout de suite, retrouvez Baba Ndiaye et son équipe pour le RSA. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.